Hola, muy buenas tardes para los que estáis en Europa, buenos días para los que nos seguís desde América. Estamos en Gastronómica Live ya en la última semana, quemando los últimos cartuchos, pero para el final hemos dejado algunos de los más interesantes. Fuera de carta tenemos hoy una entrevista muy especial con Pierre Gagnaire. Eh, es un encuentro que llevábamos persiguiendo bastante tiempo, que finalmente conseguimos cerrar. Y teníamos muy claro que así como en otros casos hemos utilizado el directo porque está dando más posibilidades a que podáis preguntar, intervenir, etcétera, ante las dificultades que teníamos para poder hacerlo, la alternativa era hacerla, sí o sí. Una entrevista con Gagnaire no podíamos dejarlo escapar con una entrevista frívola y superficial, con lugares llena de lugares comunes. Y entonces lo que teníamos muy claro, yo personalmente, que esa entrevista la tenía que hacer Philippe Regol. Tenía que estar llena de complicidad, tenía que estar llena de verdad, tenía que estar llena de historia y hacía falta un entrevistador que en el gran cocinero francés generara la suficiente confianza para que él se abriera y de su boca salieran realmente las cosas que piensa. Por eso vais a asistir a una entrevista grabada eh, en la que mano a mano Philippe y Gagnaire se interrogan sobre la situación de la cocina en Francia, sobre la cocina en el mundo, sobre la cocina de Gagnaire y la hemos editado un poco para hacerla más amena. Está aquí conmigo Philippe Regol, que es el autor de esta pieza, que como veréis, si no fuera porque una parte de las imágenes no es la misma que puede haber en una cadena de televisión, tal cual está, podría emitirse por cualquier plataforma audiovisual, porque es una pieza, como decía, con un alto contenido y con una alta calidad. Philippe, pues bienvenido a Gastronómica Live y lo primero aquí delante de todos es darte las gracias que te he dado más veces por haber aceptado el reto y también por haber hecho esa entrevista, ¿no? Ha sido capaz de que ahora lo verán a continuación los amigos de Gastronómica Live, haber conseguido que él se exprese en esos términos, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te sientes? Pues yo lo dudé un poco al principio cuando me lo propusiste, pero al final acepté, porque era un reto para mí hacer una entrevista a Gagnaire y primero conseguir que se conectara en el momento y tal. Ha sido todo un poco difícil, ¿no? Pero porque Gagnaire es siempre un poco caótico y tal, pero lo digo con mucho cariño. Y bueno, es un cocinero que conocí, bueno, no sé si lo cuento en la entrevista, hace 30 años y tal. Lo bajamos a Barcelona, lo convencimos para venir a cocinar y desde entonces he mantenido una amistad con él bastante estrecha, aunque, bueno, llevábamos 2 o 3 años sin vernos. Habíamos hablado hace un mes, me llamó hace un mes a principio de confinamiento, yo ya le hice bastante preguntas ya sobre el futuro de los consulting y todo esto, la situación mundial. Y nada, pues ha sido, no sé, un placer para mí realmente y vamos a ver lo que sale. Philippe, Gagnaire ha sido uno de los cocineros o es uno de los cocineros franceses que más ha influido en los cocineros españoles. Quizá él y Bras, por eso que estaban en esa generación que tú sueles llamar bisagra intermedia, también por el tipo de cocina que han hecho, en su momento, ahora igual ya no tanto, pero en su momento tuvieron o han tenido una gran influencia. Todo cocinero español cuando habla de Francia habla como mínimo de Bras y de Gagnaire, ¿no? Sí, yo creo que son dos cocineros que han que han permitido un poco la transición entre la nouvelle cuisine y lo que hemos llamado aquí la vanguardia, ¿no? Eh, yo creo que eran los cocineros más personales de la nouvelle cuisine. Han radicalizado conceptos muy diferentes. Bras ha tenido quizá más influencia porque era fácil entender el concepto de Bras. Era un concepto de alta cocina austera, de naturaleza pobre, de terroir pobre, de vegetales, alejado del lujo del producto y tal. Esto fue, yo creo que ha inspirado la nueva cocina nórdica, Bras, y Gagnaire era mucho más difícil que influenciara, porque era una tal locura
su planteamiento de platos, sobre todo en los primeros años, que ha influenciado, pero a veces de una manera muy superficial. Lo digo lo decimos en la entrevista, cuando todo el mundo hacía rayas que cruzaban el plato, ¿no? Y pensaba que la gente cocinaba un poco a lo Gañez, ¿no? Pero solo decirte que Ferran, Adrià, los restaurantes que más visitaba a finales de los 80, principios de los 90, fueron Bras y Gañez. Bueno, pues no vamos a desvelar más secretos porque en esa entrevista están buena parte de ellos contados en primerísima persona. Si te parece, vamos a verla. Yo quiero daros las gracias a los dos en su caso, por esa sinceridad, por dejarse llegar tan adentro y a ti por haberlo logrado. Y si te parece, cuando termine la entrevista, que durará como una media hora, aunque vais a ver que se pasa rapidísimo, nos volvemos a encontrar aquí, si te parece. Hasta luego. Muy bien, hasta ahora. Adelante. Este es Pierre Gagné, entrevistado por Philippe Regaud. Un peu trop. Je veux pas que ce soit prétentieux. Je veux que ce soit une conversation entre amis qui nous nous connaissons depuis donc 30 ans. Oui. Et oui. Ouais. Et on s'est connus dans des circonstances que je vais rappeler en 30 secondes. Bon, tu as accepté de venir cuisinier pour un groupe de cuisiniers un peu loufoques de Barcelone il y a 30 ans, quand tu avais déjà 2 étoiles Michelin, que tu étais reconnu comme grand cuisinier. Et puis, nous, on te proposait de cuisiner gratuitement, ce que tu as fait, dans un petit restaurant de la rue Aragon de Barcelone. Oui. On avait 1 mètre carré pour chaque cuisinier dans la cuisine. Bon, c'était vraiment, ça a été quelque chose bon, que tu as accepté d'une manière très modeste. Mais toujours ta relation avec la Catalogne, avec l'Espagne, toujours a été très, très marquée. Après, tu as cuisiné aux journées de Vitoria plusieurs fois. Tu as accepté encore mon invitation pour venir à Ronda dans le Tragabuche de Dani Garcia. Oui. Tu es revenu à la broche de Sergi Arola pour faire un grand repas. Tu vas régulièrement voir notre ami en commun qui est Coldo Rodero, restaurant Rodero de Pampelune, parce que tu es fan des Sanfermines. J'adore ce restaurant. Et alors, bon, ta relation, si tu veux, avec notre pays a quand même toujours été constante. Etc. Bon, je ne vais pas te présenter, les gens te connaissent, mais quand même, tu as 20 restaurants dans le monde, Las Vegas, Shanghai, Hong Kong, Paris, Séoul, Dubaï, Londres, Vietnam, Toulouse, Bordeaux, Nîmes. J'avais une réservation donc à Nîmes il y a un mois et demi, un mois et quelques. J'avais une réservation faite je voulais connaître cet endroit. J'avais connu ta brasserie, mais je voulais connaître l'endroit. Et puis, ça a été annulé, bien sûr, avec cette histoire. Alors, comment vas-tu d'abord personnellement ? Ça va. Tout va bien, Philippe, ça va. Là, on vient d'apprendre une nouvelle à l'instant, il y a 1 heure, que les restaurants classés dans la zone verte allaient rouvrir. Donc, c'est la côte atlantique, le Pays Basque. Donc, ça veut donc dire que on va peut-être aller vers un retour, pas à la normale, mais vers une reconquête, je dirais, de nos clients, de ce que l'on fait. Voilà. Donc, bon, psychologiquement, ça va, parce que si tu veux, d'abord parce que j'ai la chance d'avoir une vie personnelle bien équilibrée, j'ai la chance d'avoir une famille, j'ai la chance aussi d'avoir justement plusieurs œufs pas dans le même panier. Donc, j'ai subi ça avec un petit peu moins de douleur, peut-être que quelqu'un qui a qu'un restaurant, qui démarre, qui est sur un fil tendu. Voilà.
Clairement, et puis aussi, il faut le dire, l'âge que j'ai fait que j'ai subi quelques 5 ans d'échecs dans ma vie, hein, que ce soit à titre personnel, à titre professionnel. Donc, la situation, je l'ai pas vécu de façon traumatique, si tu veux. Je dirais que le plus compliqué va commencer quand même, hein. Parce qu'il va falloir aujourd'hui trouver des. Il y aura forcément des attentes un peu différentes. Le monde ne va pas recommencer comme ça à s'ouvrir. Il n'y a pas d'avion. Il y a tout un phénomène quand même social qui se remettra pas en place facilement. C'est ça que je voulais te demander un peu. Est-ce que ça va toujours avoir un sens, le genre de consulting que vous faites certains grands cuisiniers dans le monde? Est-ce que les grands hôtels vont continuer à penser la haute gastronomie en ces termes? Qu'en penses-tu? Écoute, ça avait déjà changé déjà depuis quelques années. Depuis quelques années, il y avait un net recentrage vers des lieux plus ludiques, plus des bars, moins de qualitatifs. Mais là, peut-être qu'il y aura remarche arrière, parce que aujourd'hui, ces grands lieux de convivialité un peu vulgaires, je dirais, un peu faux, vont peut-être aussi seront peut-être mis en sourdine, parce que les gens peut-être vont peut-être redécouvrir, auront peut-être de nouveau envie peut-être de plus de sincérité, de plus de qualité. Je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais en France, si tu veux, on découvre avec émerveillement et avec étonnement qu'il y a des petits agriculteurs, qu'il y a des petits élevages, donc il y a une espèce de découverte subite d'un monde que nous connaissons et qu'on voit disparaître, et subitement il redevient le centre d'intérêt de la presse, des médias, alors que ce monde a été totalement abandonné, avec des abricots qui viennent du Pérou en plein hiver, ou je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce. Donc il y a peut-être un certain bon sens qui va peut-être revenir au centre du jeu. Donc ça veut dire aussi peut-être la redécouverte ou la reconnaissance d'un travail de qualité. Donc le consulting, il est ce qu'il est, alors qu'il n'a pas l'âge de très peu de gens, hein, quand même de peu de cuisiniers, parce que d'abord, c'est un exercice qu'il faut savoir faire, qui demande une forme d'agilité intellectuelle. Donc on va voir. Il y a des choses qui disparaîtront, d'autres qui au contraire vont émerger. Peut-être pas venant d'ailleurs de gens comme moi, mais peut-être de gens plus jeunes qui décideront peut-être de recentrer leur activité sur plus de qualité. Et ça m'intéresse ce que tu as dit avant. Toi, tu as toujours été, dans le fond, un des premiers cuisiniers globaux qu'il y a. Tu as toujours été global, ton terroir, ça a été toujours un peu le monde. Et alors, ce repli peut-être tactique sur le local, maintenant, on va redécouvrir le local. Ça peut mettre des enjeux, quelque chose de différent, et même pour toi, peut-être c'est un autre défi, en fait, parce que tu as toujours penser en produits qui venaient peut-être de milliers de kilomètres, même si c'était des épices, et ça a été toujours une constante dans la cuisine, les épices qui voyageaient. Mais même des produits, tu essayais de trouver le meilleur produit qui venait d'Espagne, qui venait etc. Et maintenant, je crois qu'il va y avoir un repli local, tactique, pendant combien de temps, on ne le sait pas, sur le local. Oui, mais Philippe, on l'a évoqué un peu l'autre jour, c'est dangereux. Parce que j'ai un exemple que je suis en train de vraiment souvent j'en parle. Je crois que le jour je l'ai dit. Tu as eu la nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine, elle a été prise, elle était à la mode, elle est devenue un phénomène de société, et les octopus grillés, les soupes de poisson,
les terrines de viande, le navarin, la blanquette, à la poubelle. C'était fini. Maintenant, il fallait faire des trucs à l'eau, il fallait vraiment faire du naturel, du léger, du élégant, du visuellement très beau. Voilà. Donc, ça a failli tuer une forme de cuisine. Après, tu as eu l'avènement du moléculaire, avec un type génial qui est Ferran, plus comme quelques disciples qui n'étaient pas vraiment incompétents, mais on ne va pas se mentir, c'était comme notamment la presse américaine qui est emparée de ça en disant que la cuisine française était bel et bien morte, que c'était fini, qu'on était des ringards, que vraiment l'avenir c'était ce type de travail qui était absolument fabuleux, unique. Donc toute l'Espagne et en France aussi, parce que la presse parlait de ça, les guides parlaient de ça, donc bien sûr les jeunes cuisiniers disaient il ne faut pas rater le train, on y va. Et quelle catastrophe ça a été. Et oui, et maintenant on voit pas justement un retour même en Espagne, parce qu'on pourrait parler des relations entre les cuisiniers français et les cuisiniers espagnols qui se sont tournés le dos pendant très longtemps. Et il faudrait voir si c'est toujours le cas. Moi, je note en Espagne un retour à la cuisine bourgeoise française, à la cuisine classique française. Ce qu'on avait mis à la poubelle il y a 15 ans, ça revient sous une forme plus moderne, plus attrayante. C'est-à-dire qu'on essaie de récupérer aussi tout le patrimoine français en ce moment. Je crois que ce clivage entre ce que tu dis, la cuisine moléculaire et la cuisine française, je crois que ça commence à s'estomper un peu, tu vois. Oui. Alors le troisième point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le locavore. Alors, bien sûr, on voit bien le Michelin en tête est en train de vanter le produit de proximité, l'empreinte carbone. Donc, tu as plein de jeunes cuisiniers qui vont dire maintenant, pour être cuisinier, il faut être jardinier. Donc, les gars, c'est opportuniste, tu crois un peu? Mais complètement opportuniste. Mais c'est normal. Quand tu es jeune, tu te cherches. Quand tu es jeune, t'as pas. Les gens n'ont pas tous un discours structuré, cohérent, comment dire, créatif ou personnel. Donc, il y a une majorité de gens qui suivent une vague. Et la vague aujourd'hui, c'est attention, la petite carotte, elle doit être cultivée à 2 km. On va rentrer dans aussi du dangereux. Donc, il faut savoir garder. Moi, je dis, il faut savoir garder raison. On ne va pas se priver d'un beau poivre de Malabar. On ne va pas se priver d'une belle palette ibérique. On ne va pas se priver d'un beau pimientos, même en France. On ne va pas se priver d'un bel artichaut violet qui vient d'Italie, d'une belle salade italienne. On va pas se priver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est de trouver l'équilibre. Non, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que, effectivement, oublions la fraise ou la cerise qui vient du Chili, oublions. Voilà, revenons à des choses, qui aient du sens, quoi. Voilà. Et moi, ça, je l'ai toujours eu, ce sens-là. Je suis un cuisinier du monde et aujourd'hui, je n'ai pas sous prétexte qu'on. Moi, tu vois, je ne vais pas inventer un jardin, je ne vais pas m'inventer jardinier. J'ai des gens avec qui je travaille, qui font du bon travail. D'ailleurs, je ne vais pas je vais pas m'inventer, je ne vais pas acheter 4 hectares de terrain à côté de Paris, trouver 3 jardiniers que je ne vais pas trouver. Non, moi, je vais continuer à faire mon travail tel que je le fais, avec bien sûr les influences de l'époque et également, il faut le dire aussi, Philippe, l'influence de mon âge, de ce que je suis. J'ai plus 40 balais, quoi, j'en ai 70. Donc, je suis forcément dans une autre, inconsciemment, dans une autre logique aussi, tu vois. Donc, et tu as toujours été fidèle, donc parlons un peu de ta cuisine, tu as toujours été fidèle à certaines choses dans ta cuisine, c'est intéressant. Je me demandais, en préparant la conversation, comment tu passerais à l'histoire, tu vois? Bon, c'est le moment d'y penser. Comment tu passeras à l'histoire? Et pendant les premiers temps, ça a été presque une manière esthétique, tu vois, de faire le dressage d'un plat, ces fameuses raies qui traversaient le plat, ces traits de sauce, etc. Et puis quand tout le monde a commencé à faire ça dans les années 90, bon, toi, tu es revenu sur
en concentrant les éléments sur le plat, des plats plus ronds, etc. Et alors, qu'est-ce que c'est vraiment qui te fait ta personnalité? Moi, bon, c'est vrai, la structure comment tu structures un menu, ça m'a rappelé un peu l'ancien menu des services, du service à la française, des services qui arrivent, tu vois. Tu as des menus de 7 services environ, où il y a un plat principal et des petits plats satellites, où tu cherches des synergies un peu, des fois un peu loufoques ou surprenantes ou téméraires, mais tu vois des synergies, en fait, dans ce genre de plats qui se parlent, tu vois, avec ces petits satellites. Et ça, tu es resté quand même assez fidèle à ça. Oui, mais là, tu vois, là, je suis à l'arrêt depuis 2 mois. Je vais recuisiner. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je sens bien que j'ai peut-être envie d'un peu de simplicité, un petit peu de simplicité, peut-être, parce que des équipes peut-être moins motivées aussi, Philippe, peut-être fatiguées, tu vois. Et puis même peut-être une expression peut-être moins intellectuelle. Moins d'exubérance et plus d'essentiel. Peut-être. Mais on va voir, Philippe, je ne sais pas. On va voir. Je ne peux pas te répondre aujourd'hui, c'est pas possible. Et ça, c'est peut-être le climat que l'on vit qui va te déterminer aussi. Oui, bien sûr. Il va y avoir, je crois, c'est clair que ça va laisser des traces dans les cuisines des cuisiniers sensibles. En restant fidèles à leur philosophie, je crois que ça va changer. David Toutain disait l'autre jour dans la Taboula que sa cuisine va être différente dans l'avenir. Et ça sera intéressant de voir cette évolution. Oui. Peut-être moins de frivolité, enfin pas de frivolité dans le sens négatif si tu veux, mais d'exubérance. Oui. Et un repli, tu vois. Tu as employé le bon mot. Moins de frivolité, pas dans le sens négatif, mais moins d'exubérance, parce que peut-être l'époque exige plus de recueillement, peut-être peut-être aussi de modestie, peut-être aussi moins d'exubérance, tu vois. Voilà, peut-être, tu vois, sans doute. Ouais, c'est bien. Mais quand même, tu vas continuer à faire tes consultings. Est-ce que tu as des restaurants qui fonctionnent en ce moment? Oui. Bah écoute, celui qui était le plus mal en point, qui était Shanghai. Shanghai a rouvert, ça fait 1 mois et demi, et ça marche très très fort. Les gens se précipitent dans ce restaurant. Mais pourquoi? Parce que ce restaurant, il a une vraie authenticité. Il est dans le vieux quartier français. Il est au ras de la rue. Il est près des gens. Il a une histoire. Il y a un passé. Il y a des arbres. Il y a des oiseaux. Il y a un côté bucolique. Il y a un rattachement, une histoire shanghaïenne. C'est pas un espèce de building. Moi, j'ai refusé plein de choses au Shanghai. Et parce que c'était justement trop extravagant. L'endroit où nous sommes est un endroit qui a du sens. Tu vois, je crois que tout ce qui n'aura pas de sens aura du mal. Du sens et de l'amour. Tu crois qu'il y a des cuisiniers en ce moment qui font des consultings dans le monde qui sont des répliques multipliées par 5, 6, 7, 8 de ces restaurants et qui manquent un peu de sens, ou c'est pour des raisons strictement financières qu'ils le font? Je ne veux pas te mettre dans... Non mais Philippe, faut être réaliste. On est tous un peu reliés à l'argent. Tu sais, moi, j'ai vécu 93, 96. J'étais le héros de la cuisine française et je suis tombé. Et en tombant, je me suis fait mal et j'ai bien vu que l'argent était le moteur de tout. Donc, évidemment, faire un consulting. Moi, aujourd'hui, pourquoi je suis à peu près paisible, même si tous mes consultings sont mis un peu en question en termes de... Pas en termes de contrat lui-même, en termes de revenus. On me dit, voilà, on ne paye pas pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Oui, les hôtels te l'ont expliqué, ce genre de conditions? Ils m'ont demandé tout simplement d'abandonner mes honoraires.
Mais aucun m'a dit on arrête le contrat. Aucun. Ils veulent continuer. Ils veulent, parce qu'au-delà de mon nom, j'apporte aussi un savoir-faire. Parce que, tu vois, par contre, il y a deux choses, il faut bien distinguer. Tu as le côté image, ça ne dure pas. Ça, c'est bidon. Ça, c'est. Tu exploses en vol. Mais si tu apportes un vrai plus par la formation, par un esprit que tu crées dans un lieu, avec des gens qui défendent tes couleurs, eh ben, il se passe quelque chose que les hôtels apprécient parce qu'ils se rendent compte que tu roules pas pour toi, tu roules aussi pour eux. Tu donnes une vraie plus-value en termes même presque en termes de communication, pas en externe, en interne. En interne, moi, les gens qui bossent pour moi, ils sont quelque part irréprochables. Leur investissement est tellement fort que ça détonne complètement par rapport aux autres gens de l'hôtel. Les gens de l'hôtel, ils regardent mes gars avec respect parce qu'ils voient que ces gars, gagnèrent là ou pas là, ils travaillent. Et ils font les choses avec leur cœur. Tu vois, et ça, cette exemplarité, elle a ce supplément d'âme qui impressionne un peu les gens. Je crois. Hein. Ils veulent tous continuer. Ils veulent tous. Personne ne veut que ça s'arrête dans mes projets. Tu vois, c'est moi qui vais décider. Je ne te dirai pas lesquels parce que pour l'instant, je ne peux pas donner de nom parce que j'ai rien décidé encore réellement. Mais il y a des choses que je vais arrêter, c'est sûr. Mais pas parce qu'ils veulent que j'arrête. C'est moi qui vais décider d'arrêter. D'accord, voilà. D'accord. Bon, sur les consultings que tu vas continuer pendant quelques années, je crois, ton restaurant, tu as des projets de travaux, oui. Tu m'as dit. Oui. Ça c'est intéressant, ça veut dire que tu as l'intention de continuer. Oui. Et c'est-à-dire, et ça, ce qui te permet de le faire, tu me dis que c'est les consultings. Et ces consultings, ce n'est pas qu'un tiroir caisse, ce sont des projets qui ont du sens, qui sont des histoires humaines, avec des chefs qui me font confiance, des chefs qui par leur attitude, ça c'est ça dont on a parlé, créent de la valeur aussi au sein des hôtels où on est, créent de l'exemplarité, c'est ça que je t'ai dit. On n'est pas dans une bulle fermée et les gens qui travaillent pour moi sont souvent ce sont des gens passionnés, des gens intègres et honnêtes, et leur attitude, elle déteint beaucoup sur les équipes des hôtels qui sont des gens plus corporate, plus dans un métier que dans un projet. Et ces jeunes cuisiniers que tu as, qui travaillent avec toi, en général, ce sont des cuisiniers français que tu apportes toi-même. Est-ce qu'il y a des cuisiniers locaux aussi qui prennent la direction de certaines cuisines? À Tokyo, c'est un japonais. Londres, c'est un Autrichien. À Séoul, c'est un Français. À Hong Kong, c'est un Français. Non, il y a beaucoup de Français quand même. Mais c'est plus des jeunes maintenant. Ce sont des gens qui sont mariés, qui ont des enfants. Ce sont des gens qui sont d'une fidélité absolue. Donc ces gens étaient jeunes il y a 10 ans, mais ils ne sont plus jeunes depuis. Aujourd'hui, ce sont des adultes qui ont créé leur vie dans ces pays-là, tu vois. Et ça, c'est assez impressionnant. Ouais. D'accord, on va revenir un peu à la cuisine. Et toi-même, moi, je t'expliquais un peu comment je la voyais, mais j'ai eu l'impression que derrière de l'enfant terrible des années, de la fin des années 80, début 90, qui avait l'impression de faire des combinaisons gustatives très téméraires, très osées pour l'époque, etc., il y avait un classique dans le fond. Tu as un classique qui a écouté ton instinct, on pourrait te définir comme ça. Oui. Tu sais, tes intuitions. Je vais te dire, j'ai eu un moment, je t'en ai jamais parlé ça. J'ai eu un moment clé. Enfin, il y en a eu plusieurs bien sûr, mais il y a eu un moment dont je me souviens très bien. J'étais parti déjeuner avec mes parents d'ailleurs, et c'était en 78. J'avais repris l'affaire de mon père depuis quelques mois. Et on est allé manger dans un restaurant que tu as peut-être connu, qui s'appelle La Renaissance à Rive-de-Gier. Non. 2 étoiles au guide Michelin. Et c'était un restaurant qui avait une très bonne réputation.
dans un endroit désespérant, au milieu d'usines fermées, enfin, dans un endroit qui était un endroit très très dur, quoi. Et on avait très bien mangé. Mais je sors de ce repas et je me dis, je pense que je peux faire mieux en enlevant ça et en mettant ça. Et en fait, ma cuisine, ça n'était que ça. J'ai enlevé et puis j'ai ajouté. Ou alors j'ai ajouté. Et je me suis servi de substrat très traditionnel, en fait. Je suis juste allé. Tu sais, la différence entre. Pourquoi les Japonais ont été si forts à une époque? Ils ont observé ce que nous faisions les Occidentaux et ils ont observé comment on faisait des sacs, comment on faisait des voitures, comment on faisait des objets usuels, des lampes de poche. Et puis ils ont fait mieux. Voilà. Et je crois que ma cuisine, j'ai rien inventé. J'ai essayé de juste faire mieux. Donc en faisant mieux, un peu différent. Voilà, ce que j'allais te dire. Tu as voulu être différent parce que tu ne voulais pas être cuisinier au départ. Non, mais surtout non, non. D'ailleurs, tu l'as été à condition d'être différent. De donner du sens à ce que je faisais en y mettant ce supplément d'âme qu'on appelle l'inspiration, qu'on appelle l'inspiration, la créativité, l'art, l'aspect artistique, tu vois, des choses. Quand Picasso peint un portrait, c'est un portrait, mais c'est autre chose qu'un portrait. Tu comprends? Ouais. Tu comprends très bien, évidemment, je sais que tu comprends tout. Tu as créé une griffe gagnère, un style gagnère, et en fait, c'est bizarre parce que tu ne passeras pas à l'histoire, pour en revenir à l'histoire, avec des plats signatures. Tu n'as aucun plat signature. Comme si le fait de créer un plat et de dire il est abouti, ça serait un corset trop gênant pour toi, et tu n'as aucun plat que tu puisses dire ça c'est un plat de telle année que j'ai fait, etc. Tu n'as que des idées qui traversent tes menus, des constantes, on les retrouve, etc. Mais il n'y a pas de plat abouti qu'on pourrait dire c'est un plat de gagnère. Je serais incapable, en connaissant ta cuisine depuis 30 ans, de dire un plat de toi. Incapable. Non. Il y a un esprit, il y a une façon de penser. Un style. Voilà. Il y a eu des époques qu'a un peu analysé Hervé Thies d'ailleurs, puisque Hervé, on est assez proches. Il connaît un peu ma cuisine, et pour lui, il y a des époques, tu vois, comme l'époque de Picasso, l'époque bleue, l'époque rose, tu vois, il y a des époques. Alors, ce qui reste pour construire, ça serait cette époque post-Covid, un peu, qui Gagnère va peut-être repenser une autre fois un peu sa cuisine, mais toujours dans le même esprit, mais ça serait plutôt un peu plus austère ou un peu plus moins exubérant, on a dit. Peut-être, sans doute, peut-être. Peut-être. Austère, j'espère pas. Trop austère, ça fonctionne. Non, parce que ça doit être la fête. Tu as toujours été impressionné par la beauté d'un plat, la beauté d'un produit, la beauté d'une élaboration. Ça, tu ne peux pas renoncer à ça, bien sûr. Ouais. Et alors, est-ce que tu continues à suivre la cuisine espagnole, la cuisine qui se fait en Espagne, parce que la cuisine espagnole, on ne peut pas dire qu'elle est très diverse, etc. On ne peut pas la définir comme ça. Mais est-ce que tu suis quelques cuisiniers? Écoute, je suis, à vrai dire, personne. Si tu veux, chacun est un peu dans sa bulle. Si tu veux, il y a les historiques, Sategui, Arsac, tu vois. Je sais que le petit Madrid, il m'aime bien, le petit, là, comment il s'appelle déjà, celui qui est 3 étoiles, tu vois, il y a des. Mais j'ai pas de lien. David Munoz de Madrid. Oui, David Munoz, oui, c'est ça, voilà. Qui vient souvent nous voir. C'est un gars qui est à Londres, qui a beaucoup de respect pour ce qu'on fait. Bon, moi, j'ai comparé souvent sa cuisine à la tienne, parce qu'il a quelque chose d'instinctif. Il sort de. Oui. Des fois, il n'arrive pas à intellectualiser ses plats, tu vois. Et je ne sais pas si ça lui fait plaisir ou non, mais je reconnais beaucoup de lui dans sa cuisine. De toi et de toi dans sa cuisine. Je crois que oui, parce il est venu plusieurs fois chez nous, donc c'est un gars qui
qui à l'autre égard n'a pas de... Au contraire, il est très heureux de ce lien qui est entre nous, je crois. Mais il y a autant que je suis pas venu en Espagne, tu sais, ces dernières années-là, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé, et je te cache pas que finalement, sur le plan financier, bien évidemment, c'est a priori un peu une catastrophe ce qui m'arrive, comme tout le monde. Mais vu l'âge que j'ai, vu ce que j'ai travaillé ces dernières années, ces voyages incessants, ma vie, qui je l'ai bien senti, était envahie, bouffée par ce métier qui ne peut pas se faire à moitié si on veut le faire correctement. Voilà. Et donc, je ne l'ai pas fait comme un artisan, je l'ai fait comme un artiste qui jette toutes ses forces pour dire, voilà, je vous donne, je suis nu, je suis devant vous, je vous donne tout ce que j'ai dans mon cœur. Bon, mais Pierre, je te remercie pour cette conversation et j'espère te revoir à Paris. J'avais une réservation pour le 3 avril de cette année qui a été annulée, bien sûr, et j'espère t'embrasser un jour à Paris bientôt. Je te remercie. Au revoir, Philippe. À bientôt. Au revoir, Philippe. Au revoir. Au revoir. Bueno, como os decía, todo un documento, toda una conversación a media luz y en la intimidad, donde se han dicho un montón de cosas. Yo la verdad es que no tenía una relación personal con él hasta la fecha. Lo que me ha parecido es que sigue, en este contexto, sigue sin pelos en la lengua, ¿no? Está diciendo cosas muy importantes, sobre todo esa frase demoledora de yo no voy a ser jardinero para ser cocinero. En el fondo eso es lo más contracultural que se puede decir en el mundo de la cocina hoy en día, ¿no, Philippe? Sí, va un poco a contracorriente porque es verdad que en este momento yo he intentado llevarlo sobre este terreno de lo local y tal, me ha seguido hasta cierto punto, pero no hasta el final. Es decir, comparamos con lo que ha podido decir Dan Barber, por ejemplo, en otro momento y tal, pues está con otro punto de vista muy diferente, ¿no? Bueno, es Garnier, o sea, evidentemente no, va a modificar su cocina, deja entender quizá, pero no va a renunciar a lo que ha sido siempre. Su terruño, su terroir, siempre ha sido el mundo. Y esto yo creo que va a ser un poco más difícil de plasmar, pero yo creo que el espíritu no va a cambiar. Uh-huh. Es verdad que en el fondo parece como si ¿no? se resistiera a la rendición, ¿no? Es esto de, bueno, voy a ser un poco menos exuberante, igual un poco de simplicidad porque tendré equipos más pequeños, pero a mí no me esperen en esa reinvención, ¿no? Sí, es muy consciente de lo que es y no quiere hacer concesiones, quiere simplemente reconocer que la situación ha cambiado y que deberá adaptarse. Es muy interesante lo que dice a nivel económico, reconocer, los cocineros no hablan mucho del tema dinero. Aquí has dicho que le han cortado el dinero, grandes hoteles. Porque he dicho, sí, han querido renegociar contigo. Directamente dice, me han invitado a renunciar al dinero, a una parte del consulting. Esto está bien que lo reconozca, o sea, la situación es grave, ¿no? Y no sé, es un personaje muy fascinante. Cuando habla también de cierto cocinero famoso a nivel internacional en este momento que son un poco fachada, o no sé cómo lo dice, no me acuerdo la palabra exactamente que utiliza. Que eso no dura mucho, de imagen no dura mucho. Estos consulting basado en mira, tengo una imagen, estoy en las listas, bueno, ya sabemos cuáles son, etcétera. Y mira, me llaman de por aquí y por allá y hago consulting. Bueno, no ha dicho nombres. A mí, Está hablando de Ducasse.
Ducasse siempre ha sido un referente para él a nivel de éxito económico, mientras reconocía en privado lo que sabemos de todos, que Ducasse no es un cocinero creativo. Y sin embargo, a nivel económico y a nivel de consulting en el mundo, triunfó antes que él. Y él ha sido como una espina clavada, es decir, que como yo, en el fondo, un cocinero que sufre en la creatividad de la cocina y tal, he vivido el fracaso de Saint-Étienne, al cual hace referencia en el... Y esto ha sido una espina clavada. Pero él habla también de nuevos cocineros que han sido emergentes estos años a nivel internacional. Yo te voy a dar nombre, evidentemente, sería traicionar su confianza, pero tanto, insiste mucho con lo que tiene que tener un sentido. Si hay una cosa que no se le puede negar es su sinceridad cuando hace un proyecto. En Barcelona, que por cierto, Roger Torres le manda un abrazo, pero bueno, cuando iba a venir a instalarse en Barcelona, tenía propuesta del Mandarín, me parece, de Barcelona, creo saber, el Mandarín contactó a Ducasse también, a muchos grandes cocineros. Él no quería reproducir el Mandarín en Barcelona. Él estaba ya, me parece, en Hong Kong con el Mandarín. Él quería otro proyecto y estuvo a punto de cuajar otro proyecto en Barcelona, de un hotel pequeñito al lado de la catedral, en un lugar histórico, un monumento nacional que se iba a reformar. Visitamos las obras y todo, y fuimos a París también, yo ayudé un poco de traductor hasta se llegó a negociar el contrato y tal. Esto hace unos 12 años. Y al final, bueno, el propietario del hotel pues tuvo un infarto, no se hizo el proyecto y tal. Pero él lo que busca siempre son proyectos que tienen sentido, con un valor humano detrás, y esto no se le puede reprochar. No es alguien que va acumulando consulting así de una manera fría y... Sí, no son réplicas mecánicas, ¿no? de marketing, sí, sino que hay... Y me lo creo, porque es alguien que realmente que tiene un valor humano muy, muy grande. Le he podido comprobar durante todos estos años. Y se compromete realmente, se mete en un proyecto a nivel personal, sufre. Yo a veces le pregunté cómo hacía para crear estos platos, porque él no crea conceptos que luego le ayudan a ir creando platos. Cada plato parece que parte de cero. No parte de cero porque tiene evidentemente todos unos elementos de salsa, de preparación que va combinando y tal. Pero él me reconoció que era un sufrimiento crear un plato, que lo estaba sufriendo. Él no es una persona superficial, podía decir, mira, como es fácil engañar al gourmet de Shanghái o de Hong Kong o de Seúl, este gourmet internacional que se pasea de un gran 2 o 3 estrellas al otro y que a veces no tiene ni puta idea, hablando claro, pues a veces es fácil engañar a esta gente. Él lo hace con toda la sinceridad del mundo y cuando dice que lleva un savoir-faire a estos sitios, yo me lo creo, ¿no? A mí me ha sorprendido, ¿no? En algunos momentos ese punto de sinceridad, de decir yo no he inventado nada, ¿no? Es decir, a estas alturas un cocinero tan grande como él diga yo no he inventado nada, yo solo he añadido y he quitado, ¿no? Sobre la tradición. Es una mezcla de... modestia o no, pero de alguna manera es, y después cuando te acepta tu propuesta de que él es, en el fondo es un clásico, de alguna manera es como que se cierra el círculo, ¿no? Es decir, esta idea de os he engañado a todos y al mismo tiempo os he seducido a todos y al mismo tiempo nada era lo que parecía, ¿no? Yo soy un clásico. Y se sentía a gusto cuando se lo has propuesto, ¿no? Sí, porque alguna vez lo habíamos comentado, ya había comentado con él, ¿no? Porque yo reconocía unas salsas de un clasicismo impecable. Lo que pasa es esta salsa, que podía ser una salsa de caza hiperclásica,
pues él venía allí con no sé, con un elemento distorsionador que lo cambiaba todo, pero la salsa estaba y no era cualquier cosa. Y a veces en su caso decía una verdadera salsa, no sé qué, con una verdadera salsa, como reivindicando siempre este fondo tradicional y clásico, ¿no? Es decir, luego ya lo meteré todo en desorden y tal, pero lo que mi elaboración y mi preparación son serias, ¿no? Bueno, pues nos vamos a tener que marchar, Filip. Podríamos estar hablando aquí media hora más, pero hoy tenemos programa doble. A las 6, en solo 10 minutos, Enrique Olvera, esta vez sí en directo desde México. Si alguno de los asistentes a esta charla no se ha inscrito, tiene todavía 10 minutos para poder inscribirse y entrar, porque como sabéis, será con un nuevo link. Y bueno, nos vamos a despedir. Filip, muchísimas gracias por el trabajo que has hecho. Tengo por aquí un montón de gente que está hablando de la entrevista, incluso un cocinero que está citado y cuya imagen ha salido en la entrevista, dice que es una de las mejores cosas que ha visto en mucho tiempo. Me lo estaba diciendo por el chat. Así que gracias por todo y también a Pierre por su generosidad. Así que nos seguimos viendo aquí en Gastronómica Live. Todo esto se puede volver a ver en la página web de Gastronómica. Muchas cosas. Esa entrevista da para verla 2, 3, 4 veces y con bolígrafo y papel. Nos vemos pronto, Filip. A ver si puede ser en un sitio que no sea un poco menos ajeno. Por ejemplo, en un restaurante. ¿Qué te parece? Sí, bueno, yo estoy en una época un poco prudente en este momento con este tema. Ya sabes que yo desde el principio promocioné un poco, animé a los cocineros a hacer delivery porque pensé que la cosa sería más larga de lo que quizá ha sido, pero la cosa no está ganada y bueno, habrá que volver al restaurante de manera más prudente. Ricard ha abierto en su terraza, todos los restaurantes no tienen esas facilidades de unas terrazas. Yo creo que hay que tomarlo con mucha prudencia todo esto, que el cliente vuelva, pero vuelva seguro y hacer las cosas bien. Ayer hablaba con Camarena, que Ricard ha abierto ya, y de repente pues tiene todo lleno para 3 semanas, me ha dicho 3 o 4 semanas, y le pregunté cómo llega el cliente. ¿Notáis que llega con miedo? Es muy cuidadoso. Y me dice, no sé si porque son los primeros y son los que más ganas tienen, pero estos han venido, no decía de modo imprudente, pero felices a disfrutar como locos. O sea que la experiencia, pese a esas limitaciones, al menos en restaurantes de ese nivel que tienen servicio, espacio, etcétera, pues parece que van bien las cosas. Ojalá este tirón de Ricard sea un camino por el que puedan transitar todos los demás y dentro de poco pues podamos volver a vernos en esos lugares que tanto nos gustan. Quedamos para la próxima con mesa. Antes decía con mesa en mantel, ahora igual no sé, si vuelven los clásicos podrá ser con mantel también, y si no, sin mantel. Muchas gracias a Pierre Gagnaire y a Philippe Regol por su trabajo magnífico en este día. En 10 minutos tenéis a Enrique Olvera aquí en esta pantalla. Hasta luego. Hasta luego.